Bonjour Bruxelles, l'invité de 8h15. BX1. Yvan Verhofstadt, bonjour. Merci Bonjour. d'être avec nous, vice-président des engagés. Gros débat donc à venir à la Chambre et dans la majorité fédérale autour de l'interruption volontaire de grossesse, l'avortement. On peut augmenter la durée légale pour avorter jusqu'à combien pour vous ? C'est une question vraiment, c'est les questions la plus délicate. C'est vrai que supprimer les sanctions et diminuer le délai de réflexion sont deux choses qui nous semblent aujourd'hui évidentes sur lesquelles on peut avancer. Donc supprimer les sanctions pour les femmes qui avortent. Supprimer les sanctions pour les femmes, je pense que c'est fondamental. Éventuellement pour les médecins ? Non, je pense que les médecins doivent rester responsables de l'application de la loi. Ouais. Et par contre, diminuer le délai de réflexion, je pense qu'une femme qui veut avorter a déjà largement réfléchi. Aujourd'hui, on lui demande de confirmer son choix plusieurs jours après. Voilà, et ça n'a pas de sens. Je pense que la réflexion elle a déjà été faite et je pense qu'on doit vraiment arrêter d'infantiliser les femmes par rapport à ça. Je crois que c'est pas du tout ça le sujet. Ouais. Et alors, sur le délai légal délai, pour avorter, 12, 14, 18 semaines ? Alors c'est une question délicate. Je pense que fondamentalement l'objectif c'est que ça soit le plus tôt possible. Moi à titre personnel, quand je lis pour ce que j'ai déjà pu prendre connaissance du rapport des experts, mais je voudrais aller jusqu'au bout, je ne suis pas contre le fait de rallonger le délai. Mais fondamentalement, je pense que l'objectif de tout le monde doit être que l'avortement puisse avoir lieu le plus tôt possible. Plus il aura lieu tard, et d'ailleurs heureusement et fort heureusement déjà aujourd'hui, le nombre d'avortements qui ont lieu après 10 semaines est très limité, et je crois qu'on doit continuer à se battre pour diminuer le nombre d'avortements en rendant accessibles les moyens de contraception, mais dans les cas extrêmes, je pense qu'il faut garder la liberté et ouvrir la porte jusqu'à un délai qui peut être plus long. Ouais. Du côté du CDNV, le Parti social-chrétien flamand, on parle d'une ligne rouge au-delà de 14 semaines. Est-ce qu'il y a une ligne rouge aux engagés ou pas ? À l'heure actuelle, je dirais non. Je voudrais d'abord entendre les experts et voir jusqu'au bout pourquoi est-ce qu'ils vont jusqu'à 18 semaines. On vous sent prudent, Yvan Verhofstadt, sur cette question-là. Il faut être prudent sur une question qui est une question... Ce ne sera pas 18 semaines pour les engagés non plus. Je ne dis pas que ce ne sera pas 18 semaines. Aujourd'hui, les experts ont proposé 18 semaines. Moi, je suis pas fondamentalement opposé à ça, mais j'attends d'avoir les détails, de voir ce qu'ils proposent. Et je crois qu'on doit ouvrir la porte. Ce que j'apprécie dans ce débat, c'est qu'aujourd'hui, on a réussi à le rendre moins idéologique et moins politique. Et je pense que c'est dans cette logique-là qu'on peut arriver à un consensus sur des questions qui sont aussi fondamentales, aussi importantes que la protection de la vie et l'impact que ça peut avoir sur les femmes, quoi qu'il en soit. Ce sera une décision du parti, les engagés, donc Maxime Prévost, président, vous, vice-président et éventuellement le bureau du parti. Ce sera une décision du groupe à la Chambre, présidée par Catherine Fonck, ou ce sera chaque député qui votera en son âme et conscience ? Dans le mouvement Les Engagés, sur les questions éthiques, il y a une liberté pour chacun, parce que c'est aussi des questions sur lesquelles, en fonction du vécu personnel de chacun, toute personne peut avoir des vécus qui lui amènent à prendre des décisions différentes. Donc il pourrait y avoir des votes en faveur d'une durée et d'autres en faveur d'une autre durée à la Chambre dans votre groupe. Mais aujourd'hui, il y a un débat qui est relativement serein sur la question et je pense que ça, c'est le plus important. Alors, je voudrais qu'on parle d'économie. L'indexation des salaires, vous avez pris position il y a quelques semaines en disant on devrait la plafonner, elle ne devrait plus être automatique à partir d'un certain montant. Est-ce que c'est pas dangereux ? Est-ce que ça crée pas une différence entre les différentes catégories de salariés ? Aujourd'hui, la différence, elle est plutôt dans l'autre sens. Vous comprenez facilement que 10% sur 5 000 euros ou 10% sur 2 000 euros, c'est pas la même chose. Alors, je pense que l'indexation des salaires est vraiment quelque chose de fondamental, d'essentiel, et certainement pour les petits salaires. Mais aujourd'hui, à partir d'un certain montant, pour tout le monde, donc on doit l'indexer pour tout le monde jusqu'à un certain montant, mais au-delà d'un certain montant, cela n'a pas de sens. Ça ne fait que faire grandir les inégalités entre ceux qui ont moins et ceux qui ont plus dès aujourd'hui. Vous avez fixé une barre théorique à 4 500 euros, brut ou net ? Brut. 4 500, 5 000 euros brut. Au-delà de ça, la discussion salariale, pour tous ceux qui ont déjà négocié des salaires, la discussion salariale au-delà d'un salaire de 5 000 euros brut est une discussion individualisée, sur base d'objectifs, de méritocratie, de savoir si on a bien travaillé ou pas. Et donc, c'est plus une discussion collective. Et donc, je pense que l'indexation au-delà de ce seuil de 5 000 euros doit être l'objet d'une discussion interpersonnelle. Ouais, la proposition que vous formulez là, c'est pour aider qui ? Le gouvernement fédéral ou les entreprises ? Mais c'est les deux. C'est les deux, je pense que fondamentalement. Et ce qui est dingue, en fait, dans cette histoire, c'est que quand on parle en off aux différents partis du banc syndical, donc pas sur la place publique, pas sur la place publique, avec les syndicats et avec les patrons, ils disent tous oui, cette solution, cette proposition a du sens, mais aujourd'hui on n'a pas assez de confiance. Aujourd'hui, comme dans le débat sur l'avortement, je pense qu'il faut recréer des lieux de confiance, des lieux où on peut envisager des questions comme celle-là de manière sereine, parce que l'un comme l'autre me disent oui, on pourrait l'accepter, mais on a trop peur d'ouvrir la boîte de Pandore. C'est quand même assez Ça veut dire hallucinant. que syndicats et patronat ont du mal à se parler. Ils ont vraiment du mal à se parler, et ça c'est fondamentalement grave, parce qu'on a besoin aujourd'hui, comme de pain,
de réformes structurelles et ça ne pourra se faire que dans le dialogue. On peut toucher donc à l'indexation des salaires, en tout cas pour la partie la plus haute des plus hauts salaires. On peut toucher aux voitures de société aussi pour vous dans l'avenir ou pas? Alors je pense que c'est un total. Enfin, la question fiscale ne peut pas être regardée petit morceau par petit morceau. Aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est un vrai New Deal où chacun fait une part de l'effort. Il y a justement un ministre des Finances, Vincent Peteghem, qui va proposer théoriquement un projet de réforme fiscale. Oui, sauf qu'il a déjà proposé petit morceau par petit morceau et que ce qu'il propose, c'est plutôt la montagne accouchée d'une souris. Et même cette souris-là, on a l'impression qu'elle n'arrive pas à passer par le petit trou qui a été prévu des négociations dont on nous parle depuis des mois et des mois. Fondamentalement, il faut une réforme beaucoup plus ambitieuse, beaucoup plus révolutionnaire, où toutes les forces vives se mettent autour de la table pour que chacun fasse sa partie de l'effort. L'État fasse sa partie de l'effort en diminuant ses dépenses. Les gens qui aujourd'hui, face à un travail trop élevé, ont des stratégies d'évitement, que ce soit les sociétés unipersonnelles, les voitures de société, comme vous en parliez. Ce qu'on appelle les voitures salaires. Les souvent. voitures salaires, et qu'en ayant diminué le salaire, on arrive à convaincre ces gens-là d'avoir une meilleure adhésion par rapport au système fiscal. En ayant diminué les taxes sur le travail, ça vous voulez dire. Exactement, bien sûr. Les taxes sur le travail, donc en ayant diminué, en ayant fait une vraie révolution fiscale sur le travail, en ayant diminué ces charges sur le travail qui pèsent sur le travail et qui l'empêchent aujourd'hui de se développer correctement, eh bien on a une meilleure adhésion face au système fiscal. Ce serait ça, donc une réforme fiscale à la sauce les engagés. Vous avez dit réduire les dépenses. Qu'est-ce qu'on doit réduire les dépenses? Parce que c'est facile de dire l'État doit réduire ses dépenses. Concrètement? Mais concrètement, il y a plein d'exemples. J'ai commencé il y a quelques jours le journal du gaspillage et je me demandais si j'allais trouver facilement des exemples de choses sur lesquelles on pouvait diminuer les dépenses de l'État. Et tous les jours, il y en a qui me tombent de droite et de gauche. Des exemples, Yvan Verhofstadt. Quand vous avez dans une administration, parce qu'on est sur Bruxelles ici, Bruxelles Environnement, vous avez 1200 personnes qui travaillent, qu'on met 15 mois avant de trouver un patron, est-ce que vous pensez une minute que cette administration peut être gérée correctement? Il y a trop de monde à Bruxelles Environnement. Mais en tout cas, il faut un cap. Il faut un cap pour qu'on puisse gérer une société avec 1200 personnes. Et quand on a 1200 personnes qui travaillent, il y a certainement des économies à faire. Vous savez, moi, j'ai été consultant dans une vie antérieure. Les gens ne glandent pas dans les entreprises. Ils ne font pas rien. Mais quand on va dans une entreprise et qu'on cherche à diminuer le coût et à bien gérer les choses, on trouve quand même des sources de progrès. Je vais donner un autre exemple. L'informatique. Aujourd'hui, on a un service informatique à la région, on a un service informatique à la ville, on a encore des services informatiques à peu près partout. Pourquoi est-ce qu'on a besoin et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas moyen, au niveau informatique, d'avoir une gestion efficace pour les administrations? Le service de la région, il propose ses services aux communes, habituellement. Oui, mais enfin, je pense qu'il y a quand même largement moyen de diminuer. Et on peut continuer dans les institutions, mais etc., donc, globalement, etc. Yvan Verhofstadt, ça veut dire qu'il y a trop de personnel dans les administrations de la région bruxelloise, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Mais globalement, aujourd'hui, on a autant de fonctionnaires en Belgique qu'en Hollande, et en Hollande, ils sont 60% plus nombreux qu'en Belgique. La population. La population. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a la moitié de notre argent à tous, à vous, à moi, à tout le monde ici qui nous écoute, qui est géré par l'État. Et je pense que notre volonté à tous, c'est que cet argent soit géré correctement. Et donc, réforme fiscale, oui. Un effort de chacun, oui. Et une adhésion meilleure au système, oui. Parce que chacun fait sa part et prend ses responsabilités. Ouais, c'est un discours très libéral que vous êtes en train de tenir ce matin. C'est la nouvelle doctrine des engagés qui vont être au centre sur les questions sociétales, mais plus à droite sur les questions économiques. Je ne crois pas que ça soit libéral. Moi, je pense pas que... vous venez de dire, Georges-Louis Boucher aurait pu nous le dire, qu'on doit diminuer le nombre de fonctionnaires ou le nombre de personnes dans les administrations publiques. Moi, vous savez, je rencontre tous les jours des gens dont on prend la moitié du salaire, qu'ils soient petits salaires ou grands salaires, et qui ont simplement envie que cet argent soit géré de manière correcte. Et c'est pas un discours de droite de dire que cet argent qui est pris par l'État, qui est géré par l'État, il en a la responsabilité. Vous savez, les gens qui gagnent pas beaucoup d'argent sont probablement ceux qui savent le mieux gérer leur budget et qui n'acceptent pas aujourd'hui que l'État le gère de manière aussi peu dispensieuse. Yvan Verhofstadt, c'est le numéro 2 des engagés, derrière Maxime Prévost aujourd'hui. Ça veut dire que si les engagés montent demain, en 2024, dans des majorités à la région bruxelloise, par exemple, à la Fédération de Bruxelles ou au fédéral, ce sera notamment pour essayer de faire des économies sur les dépenses de l'État. Je pense que comme politique, aujourd'hui, on doit avoir le courage de se fixer un objectif de diminution des dépenses courantes de l'État, peut-être pour le réinvestir dans certains éléments qui n'ont pas été suffisamment investis, mais qu'on fasse diminuer les dépenses courantes et même qu'on nomme un institut autonome et vraiment objectif pour évaluer, nous donner un bulletin. Et je pense que ça, c'est quelque chose que les politiques doivent faire de manière beaucoup plus rigoureuse, c'est de se dire, OK, on se fixe un objectif de diminution des dépenses courantes et on a quelqu'un qui va nous évaluer. Oui, nous, ça, on est prêt à s'engager à faire ça. Une dernière question. Bernard Clairfailly, quand il évoque un modèle méditerranéen pour expliquer que le taux d'emploi est plutôt assez faible chez les femmes bruxelloises, il a raison ou pas ?
Moi, je pense qu'il a tort de stigmatiser. Moi, j'ai envie de vous parler d'un truc plutôt positif par rapport à ça. Vous savez, si je suis ce que je suis aujourd'hui, le plus beau cadeau que j'ai reçu, c'est celui que j'ai reçu de mes parents. Mes parents, ou en 1980, comme diraient mes enfants, disons à l'époque, mon père était le premier homme chez IBM à demander un 3/4 temps, pour que ma mère puisse s'épanouir dans son travail et travailler comme elle voulait le faire. Et grâce à ça, j'ai pu profiter d'un père présent à la maison. Sa carrière en a certes souffert un peu, mais à l'époque, ça n'existait pas, ce statut-là n'existait pas chez IBM. Aujourd'hui, on a besoin de réinventer notre manière et de rééquilibrer notre manière de faire le travail entre les hommes et les femmes. Donc les hommes doivent travailler un petit peu moins pour laisser un peu de place aux femmes. Il faut trouver un équilibre et chacun doit pouvoir trouver celui qui lui correspond en fonction de ses besoins, de ses aspirations, pour qu'il y ait un équilibre entre le travail, l'augmentation du taux d'emploi et le soin des enfants. Alors Yvan Verhofstadt, 2024, vous serez candidat ou pas? Oui. Où ça? Ça, c'est pas encore défini. Ouais. Est-ce qu'on connaît déjà les têtes de liste des engagés à Bruxelles, pour la région bruxelloise, pour l'arrondissement à la Chambre? On n'a pas encore tout défini, mais c'est certain que quelqu'un comme Christophe de Beukelaar, par exemple, devra jouer un rôle et jouera un rôle fondamental au niveau des engagés. Il sera tête de liste à la région. Il sera tête de liste quelque part, je l'espère, parce qu'aujourd'hui, il le mérite. Et il est aujourd'hui au Parlement régional, donc la logique, ce serait qu'il continue là ou pas? C'est en tout cas une des grosses possibilités. Et en tout cas, c'est quelqu'un sur qui moi je m'appuie et en qui j'ai toute confiance. Merci Yvan Verhofstadt, merci d'avoir été avec nous. Donc vice-président des engagés, le numéro 2 du parti derrière Maxime Prévost et le numéro 1 en ce qui concerne le parti en région bruxelloise.